vous présenter? Je suis Bané Abou, administrateur général des services financiers, admis à faire valoir ses droits à la retraite. J'étais conseiller du DG au moment où j'allais à la retraite. Peut-on savoir la période à laquelle vous avez exercé au Trésor public? Je suis arrivé au Trésor public en janvier 1986. Plus précisément, le 18 janvier 1986, c'est la date de prise de service. Donc, je suis resté quand même jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ça fait à peu près 38 ans, 11 mois et puis, je crois, 6 jours. Alors, 38 ans de service au Trésor public, qu'en est-il? Ah oui, c'est des périodes qui sont chargées, absolument chargées, parce que je pense que notre génération on a eu à travailler beaucoup. Je me souviens que nous, quand on est arrivé au Trésor, j'étais chargé de vérification à l'inspection générale du Trésor. Mais en même temps, je m'occupais de la coordination de la formation des stages concernant les agents du Trésor à l'École nationale d'administration. Et puis très rapidement aussi, j'étais agent comptable d'EPN. On cumulait quand même beaucoup de choses à la fois, mais on s'organisait pour pouvoir assumer toutes ces responsabilités. Un parcours très impressionnant. Pouvez-vous nous partager quelques faits qui vous ont marqué pendant ces années? Il y a beaucoup de faits, ce serait pas facile de choisir entre les faits qui m'ont marqué. Il y a d'abord la vie de jeunes fonctionnaires chargés de vérification et des postes comptables. Bon, en règle générale, quand on est jeune, on accompagne quelqu'un en mission. Vous savez que les missions d'inspection et de vérification, ce n'est pas aussi facile que ça. Vous allez pour faire un travail normal et puis vous tombez sur des faits, ce n'est pas, ça peut perturber le jeune qui arrive nouvellement et qui est appelé à faire des vérifications. Il y a eu des cas, mais on a pu gérer. Je pense que tout fonctionnaire, tout inspecteur, il veille à préserver les deniers publics et quand le cas de figure arrive, par exemple, des prévarications, ben, on travaille très professionnellement. Voilà. Merci, monsieur le conseiller technique. D'accord, moi je voudrais. Je voudrais, monsieur le CP, vous demander, quand on parle de la réforme de la comptabilité, il y a des noms comme monsieur Kougouignon, monsieur Bané Abou et bien d'autres. Donc nous voudrions, dans le cadre de ce centenaire du Trésor public, vous demander de bien vouloir nous parler des réformes de la comptabilité au sein du Trésor public. Permettez que je remonte quand même un peu plus loin en 1980. Nous, on n'était pas encore au Trésor en 1980. Mais il y a eu quand même des grosses réformes. Il y a eu l'avènement des collectivités territoriales et puis l'avènement des EPN. C'était un grand défi pour le Trésor public puisqu'il fallait pouvoir à la nomination des receveurs municipaux pour chacune des communes. Il fallait pouvoir à la nomination également des agents comptables des EPN, ce qui n'était pas aussi évident en 1980. J'aurais pu dire qu'il n'y avait pas autant de cadres qu'aujourd'hui. Et le Trésor parfois a dû faire appel à des personnes venant d'ailleurs qui ont donc intégré le Trésor public et pour pouvoir assumer toutes ces fonctions-là. Parce que si nous n'avions pas fait cela,
ben, cette fonction aurait pu échoir à d'autres personnes venant, par exemple, du privé. Je crois que le Trésor a su relever le défi. Ça a été une grosse réforme en 1980 pour les EPN et puis pour les collectivités territoriales. Grosse réforme aussi parce que ça a mené les cadres du Trésor à faire l'apprentissage de la double comptabilité. Parce que la comptabilité des collectivités et celle des EPN, c'est la double comptabilité. Et les comptables nommés avaient toute l'opportunité de maîtriser toutes leurs opérations en temps et en heure, et en temps réel, j'allais dire. Et je dois rappeler que avant ces périodes-là, c'était la comptabilité simple qu'on faisait au niveau de l'État. Comptabilité simple ou comptabilité à partie simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comptable public, il ne passait qu'une opération de débit ou de crédit selon le cas, une opération de dépenses, j'allais dire, ou de recettes selon le cas. Et puis l'autre partie était passée par le système d'information à l'issue de la centralisation. À l'époque, chaque quinzaine, les comptables produisaient leur comptabilité. Il y avait des opérateurs de saisie qui en faisaient donc la saisie. Après, il y avait les validations. Après les validations, s'il y a des cas de rejet, les comptables recevaient ces rejets et donc procédaient à la régularisation. C'est après ces opérations que la balance générale du Trésor sortait. Donc la comptabilité n'était pas à partie double, si vous voulez. Alors qu'avec les EPN et les collectivités, les cadres du Trésor ont fait l'apprentissage de ce type de nouvelle comptabilité. Ensuite, plus tard est venu Aster. Aster, à partir de février précisément, février 1994. Autant que je me souvienne, c'est en février 1994, à la salle de conférence de l'INSEA, qu'on a fait le lancement du projet de réforme qu'on appelle aujourd'hui la réforme Aster. Et qu'est-ce qui a motivé cette réforme, la réforme Aster? La comptabilité de l'État avant Aster était à partie simple. Je crois que ça correspondait, si vous voulez, à la capacité réelle du Trésor, du personnel du Trésor, mais les choses ont évolué. Le fait de faire une comptabilité à partie simple ne permettait pas à un comptable de maîtriser toutes ses opérations, de faire tous les contrôles qu'il souhaitait. Alors qu'avec la comptabilité à partie double, en temps réel, vous avez toute la maîtrise, vous pouvez faire tous vos contrôles. Et puis la reddition était, si vous voulez, quotidienne. C'était possible techniquement, la reddition peut être quotidienne. Vous savez qu'en tant que comptable, on est redevable. On est redevable. On doit produire des états financiers, des comptes financiers, comptes de gestion. Et la nouvelle comptabilité devait venir combler tous les manquements de l'ancienne comptabilité. Il faut dire aussi, donc, et c'est important, avec l'ancienne comptabilité, c'est-à-dire celle qui était pratiquée avant Aster, les questions de centralisation étaient difficiles à résoudre. Mais avec la nouvelle comptabilité, je pense qu'on s'est attaqué à tous ces problèmes-là. C'était donc une nouvelle comptabilité qui devait venir combler toutes les lacunes de des anciennes opérations. Pour le commun des mortels, quand on parle d'Aster, qu'est-ce qu'il doit retenir? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est d'abord la modernisation de nos opérations comptables. Pour l'époque, parce que nous sommes en 2025. Aster, on l'a démarré en exactement le 1er janvier 2023. La mise en œuvre réelle, grandeur nature et définitive, en 1er janvier 2003, je voulais dire, pas 23. De 2003 à 2025, vous imaginez, il y a au moins 20 ans qui sont passés. Donc, toute comptabilité de ce type-là, au bout de 20 ans, il faut quand même regarder le contenu,
voir si les outils ne sont pas dépassés et puis les réactualiser. Donc je pense qu'il y a un grand défi qui va se poser au niveau du Trésor, qui se pose d'ailleurs actuellement, c'est de trouver un autre système d'information à la comptabilité Aster. Parce que Aster aujourd'hui, il faut le reconnaître, est dépassé. Les choses évoluent très vite. Donc c'est vrai, ainsi que vous avez posé la question, Aster à un moment donné a apporté des solutions comptables à des problèmes. Mais 20 ans après, 22 ans après, il faut trouver d'autres types de solutions. Il ne faut pas oublier qu'on est aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Parfois, quand vous concevez dans votre tête une réforme, si vous ne vous y prenez pas tôt, le temps que vous finissiez, votre réforme est déjà dépassée. C'est comme quand vous construisez une maison. Si vous mettez 20 ans à construire, bon, au bout de la 20e année, vous allez voir, le plan ne vous plaît plus. Vous avez envie de tout casser et puis tout refaire. Donc il faut qu'on fasse très attention à ce cas de figure. Okay. Quels sont les acquis que le Trésor public a pu avoir à partir de la réforme Aster? Alors, la réforme Aster, j'allais dire, c'est une émulation. Je me souviens encore du lancement. Le jour du lancement, on hésitait entre les options. On parlait encore de partie simple, partie double. Et puis, un comptable, je me souviens, c'était le président Dibi à l'époque. Quand il a pris la parole, il a dit non, nous on veut une comptabilité à partie double. Nous on veut maîtriser notre comptabilité. Je vous ai expliqué que, ayant la pratique des EPN et des collectivités, les gens ont vu la différence entre une comptabilité à partie double et une comptabilité à partie simple. Donc ça venait résoudre vraiment les préoccupations des comptables. Maintenant, Aster, qu'est-ce que Aster a concrètement apporté à notre comptabilité? Je vous ai dit, en temps réel, vous avez la possibilité de maîtriser toute votre comptabilité. En temps réel, vous pouvez faire les centralisations, les transferts et tout ça. Et puis on a édité, si vous voulez, pour la première fois avec Aster, ce qu'on appelle le compte général de l'administration des finances. Le compte général de l'administration des finances. C'est avec Aster qu'on a édité pour la première fois un compte général de l'administration des finances. C'est avec Aster qu'on a édité pour la première fois les bilans